Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Hervé Chambonnière, reporter au Télégramme, est de retour du Mali. Dans un instant, il revient sur l'intervention militaire en cours dans le pays et sur la visite de François Hollande. Mais juste avant, on fait le point sur l'actualité dans le Finistère de ce jeudi 7 février 2013 dans le Finistère. Le démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis continue. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État ce jeudi. Il vient de rejeter un référé déposé le 16 janvier par 7 associations du département. Elles demandaient la suspension des travaux de démantèlement. Les laboratoires d'analyse médicale baissent une nouvelle fois le rideau tous les après-midi de cette semaine, signe de contestation face au projet de loi de financement de la sécurité sociale, des dépenses qui augmentent et des tarifs en baisse. Reportage à Quimper de Sophie Lecroisier. Nouvelle douche froide pour les laboratoires d'analyse. Depuis 7 ans, les biologistes voient leurs tarifs d'examen chuter et ce n'est pas fini. La sécurité sociale veut faire encore plus d'économies en 2013. Elle réserve une enveloppe réduite aux laborantins et c'est sans appel. Le prix de nos analyses sont régis par la Caisse nationale d'assurance maladie. Les premières discussions prévoyaient des baisses de 83 millions d'euros et on parle aujourd'hui de 130 millions d'euros. Les analyses les plus fréquentes verront leur prix diminuer. Pour faire face à ces diminutions de tarifs, les biologistes se sont organisés. À Quimper, par exemple, 8 laboratoires se sont regroupés. Ils ont investi ensemble dans une plateforme technique plus grande que celle-ci, à Douarnenez. Plutôt que de faire des analyses chacun de son côté, tout est mutualisé. On a l'impression qu'on arrive tout de même au bout des réorganisations possibles. Le risque maintenant, c'est des licenciements. Le deuxième, c'est de voir des sites purement et simplement fermés, donc un service aux patients qui serait moindre. Le troisième risque, c'est que les biologistes se dispersent un peu, en aient assez, et puis finalement vendent leur laboratoire à des financiers. Toute la semaine, bon nombre de laboratoires finistériens indépendants ferment leurs portes l'après-midi. Ils espèrent ainsi alerter le public et leurs confrères médecins de leur situation. C'est le moment des inscriptions pour les lycéens IUT, classe préparatoire, université. Le choix est vaste. À Brest, le salon Azimut avec 200 professionnels est là pour aider ses futurs étudiants jusqu'à samedi. Ouvert à tous et gratuit. Pierre-François Vatras y était ce jeudi. Parc de Painsfeld, ce sont plus de 300 stands qui attendent les lycéens. Pour ces élèves de première ou de terminale, pas facile de trouver la formation post-bac qui les fait rêver. Le truc de Sarah pour trouver chaussures à son pied, c'est de bien préparer sa visite. Nous par exemple on vient de Pont-l'Abbé, donc on n'a pas tant que ça de temps pour regarder tout, donc il faut vraiment avoir prévu, organiser et tout ça, et il faut quand même avoir une idée parce que la vocation ça se découvre pas comme ça en allant à Azimut, quoi. Le grand intérêt du salon, ce sont les rencontres et les discussions de vive voix. C'est sympa, on peut parler avec des profs et les anciens élèves, du coup, comme ça on a plus l'impression de parler à quelqu'un qui sait de quoi il parle plutôt que des profs qui n'ont pas forcément été dans cette école. C'est beaucoup plus pratique que sur Internet, par exemple, aller chercher. Là, on parle directement avec la personne et c'est mieux. Qu'ils privilégient une école privée ou l'université, les lycéens ont jusqu'au 20 mars pour enregistrer leur choix d'orientation sur Internet. Ensuite, il y a une durée un petit peu plus longue pour organiser et ordonner ses choix. Et il faut vraiment, le plus tôt possible, avoir son plan A, c'est-à-dire ce que l'on a vraiment envie d'avoir, et éventuellement prévoir un plan B si le plan A est une filière sélective et qu'on n'est pas pris dans cette filière sélective. Le plan B peut toujours être l'université, mais l'université peut aussi être un plan A. Chers parents qui vous souciez souvent plus de l'orientation que vos propres enfants, sachez que le salon Azimut est ouvert de 9h à 17h jusqu'au samedi 9 février. La grande distribution jette 750 000 tonnes de déchets par an en France. C'est notre chiffre du jour et les produits frais sont les premiers à atterrir dans les poubelles. Pour aider les supermarchés à moins jeter, 4 étudiants brestois ont développé la plateforme Zéro Gâchis. Explication avec Pauline Ferco. Étudiant le jour, entrepreneur le soir, Christophe Ménez a des journées bien chargées depuis qu'il a cofondé la plateforme Zéro Gâchis. Le concept est simple. Via un site web, les consommateurs repèrent les supermarchés proposant des promos sur des produits frais bientôt périmés.
Une fois sur place, il retrouve facilement ses aliments au rabais dans une vitrine dédiée. 750 000 tonnes de produits frais qui sont jetés chaque année dans la grande distribution. Donc un premier constat alarmant, et à la fois aussi nous on était étudiants, donc on avait un budget d'alimentation assez serré et on tombait parfois par hasard en fait sur des remises parce que les produits étaient à date courte de consommation. Donc on s'est dit c'est pas normal que ce soit encore du hasard. Aujourd'hui il y a internet qui existe, voilà, on aimerait pouvoir peut-être les localiser, savoir en tout cas dans quel centre aller faire ses courses. Et ça fonctionne, les distributeurs n'ont pas été difficiles à convaincre et aujourd'hui, 3 hypermarchés de la région brestoise sont partenaires. Je pense qu'aujourd'hui la grande distribution a aussi besoin de se racheter une image et là on voit justement les distributeurs qui jouent vraiment le jeu pour leurs consommateurs et pour les défis notamment liés à l'environnement. Véhiculer une bonne image, oui, mais faire des économies aussi, car le gâchis, ça coûte cher dans la grande distribution. On jette à peu près 60 tonnes de déchets organiques à l'année. Donc depuis 10 semaines, on a réussi à sauver 2,6 tonnes de fruits et légumes. Donc si on se projette sur une année, on a pour un objectif entre 15 et 20 tonnes de fruits et légumes sauvés. C'est moins de transport aussi pour faire transiter les déchets. Finalement, tout le monde est gagnant. Le concept zéro gâchis paraît tellement simple et pourtant personne n'y avait pensé avant. Et tant mieux pour nos 4 étudiants brestois qui visent déjà un développement sur le plan national. Il a passé 10 jours au Mali et est revenu ce mercredi. Hervé Champenière, bonjour. Bonsoir. Vous êtes reporter au Télégramme. Alors, où êtes-vous allé et qu'avez-vous vu au Mali ? Alors, ça a été extrêmement difficile de monter vers le nord. En fait, il n'y a aucun accès aux zones de combat, maintenant qui sont localisées en fait, dans l'extrême nord du pays. En fait, les journalistes peuvent se rendre dans les villes qui sont libérées, mais plusieurs jours en général après. Moi, j'ai pu me rendre à Tombouctou grâce à l'armée française et à Konna par mes propres moyens. Quel est le sentiment face à ce que vous avez vu là-bas ? C'est un sentiment étrange, puisqu'en fait, justement, je n'ai rien vu quoi, de la guerre, à part quelques véhicules calcinés, les témoignages des populations. Mais je n'ai pas eu l'impression d'être dans un pays en guerre. Quoi. Vous aviez déjà été dans des pays en guerre auparavant, la situation est vraiment différente ? Oui, c'est très différent. En Afghanistan, en Libye. Mais ici, en fait, du fait du nombre très limité de voies de communication, c'était facile de nous empêcher de passer. Et on est très dépendant en fait du bon vouloir de l'armée malienne, de l'armée française, essentiellement. Voilà. Alors pour des raisons de sécurité, ils ne veulent absolument pas qu'un journaliste se fasse enlever, ce qu'on peut comprendre, et aussi peut-être pour cacher des choses que l'opinion publique ne serait peut-être pas prête à voir. Alors, au moment fort de votre visite, de votre voyage, la visite de François Hollande, quelle était l'ambiance parmi les Maliens à son arrivée là-bas ? Écoutez, c'était une ambiance absolument survoltée. Ce sont des images que vous avez filmées là-bas ? Oui. La foule était vraiment en liesse. Moi, j'ai vu des personnes, notamment des femmes, qui étaient pratiquement en état de transe. Il y avait les tambours qui rythmaient la musique. Il y avait une ambiance absolument incroyable. Et je crois que le président a beaucoup aimé aller dans la foule. Il y est allé à plusieurs reprises aux grandes dames de ses services de sécurité qui ont eu beaucoup de travail. Mais visiblement, il a pris beaucoup de plaisir à aller dans cette foule. Alors là, ce sont les moments de joie, si on peut dire, mais vous avez aussi recueilli des témoignages des populations qui venaient du Nord. Quels sont-ils ? Pour les populations qui ont été en contact, qui ont vécu l'occupation des djihadistes, en fait, les mêmes témoignages reviennent tout le temps. Il y a eu quelques exécutions, il y a eu des mains coupées, des membres coupés, mais les femmes, je crois, ont payé un lourd tribut avec ces personnes-là. Il suffisait par exemple qu'un voile qu'elle portait pourtant glisse pour qu'elle soit battue en public. Et moi à Tombouctou, on m'a rapporté le cas de 2 femmes qui étaient enceintes. L'une d'elles, son voile est tombé devant la maternité. Elle a été battue et elle est décédée. Et la deuxième personne a priori est vivante et son enfant aussi. Alors les élections présidentielles et législatives sont prévues en juillet. Comment le Mali peut-il se sortir de cette crise et de cette guerre ?
La guerre semble déjà un peu loin, en tout cas c'est très loin de Bamako. L'extrême nord du pays est à peu près 1500 km, je crois. Donc pour les personnes de Bamako qui ont vraiment par contre eu le sentiment d'échapper à la guerre grâce à la France, tout ça, ça reste très loin. Maintenant, il y a une crise économique très grave qui touche le pays. Il y a une population qui a été très déçue par le fait que la démocratie n'ait pas joué pleinement ces 20 dernières années. Et il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin de renouvellement. Et la situation est très explosive à ce niveau-là, en fait. Et les gens attendent vraiment un vrai départ. Et je pense que si ça n'a pas lieu, le pays pourrait exploser. Moi, beaucoup de personnes m'ont dit ça, que ce soit des gens de la rue ou des politiques. Ça reste un pays encore fragile qui va le rester pendant plusieurs semaines. Plusieurs mois, oui, c'est un pays très fragile, effectivement, hein, pour toutes ces raisons-là. Très bien, merci Hervé Chambonnière d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de votre fidélité. Excellente soirée sur TBO.